Salut! Bienvenue dans cette nouvelle partie, ça commence tout de suite. Quand tu découvres un faux self, effectivement, tu te dis, j'ai ce truc-là, j'ai envie de l'arracher, j'ai envie de le mettre au placard, j'ai envie de m'en débarrasser. Et ça veut dire aussi, et c'est une grosse angoisse, que tout ce que tu as construit avec, ça serait tout fake. Donc, tu as construit un couple avec, il faut quitter ton compagnon. Tu as construit une carrière avec, c'est une angoisse terrible. Moi, j'avais des gens qui venaient me voir en me disant, j'ai découvert que j'avais un faux self, est-ce que je dois quitter ma femme? Oula, on se calme. Non, vous n'êtes pas obligé. Il est important ce mot pour toi, l'émancipation. Il y a quelque chose de très fort là-dedans pour toi, j'ai l'impression dans ton travail et dans ce que tu veux apporter aux gens et dans ce que tu veux t'apporter à toi. Heu, Oui. de mon côté justement, c'est vrai que développement personnel, moi aussi, mais en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en même temps que je dis ça, j'ai l'impression de pinailler. Mais en vrai, sur mon site, j'ai choisi le mot de déploiement personnel exactement pour les raisons que tu indiques. Heu, mais je voudrais remercier les gens qui en font, et qui ont fait du développement personnel parce que, s'ils n'avaient pas, déjà, ouvert tous ces espaces, en fait, j'y serais allé vraiment, tête baissée, en fait, si j'étais aux prémices de ça. Je pense que ça a été suffisamment, exploré, suffisamment, exploité pour qu'on en voit les limites aujourd'hui et pour qu'on puisse s'aventurer dans des chemins nouveaux qui me parlent beaucoup plus, en fait, au bout du compte. Donc je suis ravi, moi je les remercie d'avoir fait ce travail-là. Je suis beaucoup mieux Ouais. là où je suis que si jamais j'étais en train d'essayer de me développer là, et de pas arrêter de le faire. Donc ouais, le déploiement, ça Ça, me parle parce que, ouais. tu sais, c'est l'image de l'arbre, Oui. c'est l'image de la graine qui a déjà l'arbre à l'intérieur et cet arbre, il va Mmh. forcément, tenir compte du contexte, dans lequel il va pousser pour, pousser et donc il y a Ouais. tout à l'intérieur de cette image-là qui est très utilisée, qui est pas nouvelle, mais qui me parle plus que le développement, ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai un peu de mal même avec l'arbre, parce que l'arbre, il bouge pas. Tu vois, il reste là où il est. Mmh, Et oui. ça colle pas avec avec la philosophie du changement qui est celle qui correspond à ma pratique. Après, il y a des gens qui veulent Ouais, ouais. rester là où ils sont et se déployer, et c'est très bien. C'est hors champ mais c'est pas grave. Enfin, c'est autre chose. OK. C'est une autre Bah, conception. je prends l'option des arbres, dans le Hobbit qui marche. Ah, ça va Pour le alors. coup. Alors on est ok. Hop, carte joker. Bah, non, mais j'avais pas prévu d'utiliser cette image-là et c'est vrai que tu as raison, elle a ses limites puisqu'il y a, cette immobilité latente. Après, c'est une autre forme de vie et donc du coup, on sort de l'humanité, mais transposée à l'humain, je la trouve juste, mais enfin, je suis d'accord avec toi, ce côté immobile, est un peu, sombre, j'ai l'impression ou en tout cas, à ses limites. Tu vois, mon prof disait, alors moi ça m'a scotché, parce que ce que je te dis là, je l'ai pas inventé toute seule, je l'ai appris, j'ai appris. Mon prof disait, le développement c'est pour les salades, c'est-à-dire que l'idée qu'on doit se développer, ça implique que tu es déjà ce que tu dois être et que le changement ne fait que t'amener là où c'était prévu d'avance. C'est-à-dire que si tu plantes une graine de salade, tu n'auras pas un poireau ou une carotte à la fin. Tu auras une salade. Et ça implique donc que tu as un être qui est fixe, tu vois, qui est prévu d'avance. Et dans notre pratique, on essaie de considérer que tu n'as pas d'être fixé d'avance et que tu peux accéder au changement par le cheminement, et que à la fin, tu n'auras pas une salade, tu auras autre chose, mais tu peux pas savoir d'avance. Mmh Et mh. c'est ce qui, ça a ses limites aussi, parce que je pense pas qu'on puisse tout changer sous cette optique-là. Mais c'est celle qui correspond au champ de mon travail. Donc c'est de cette philosophie-là du changement que je vais parler. Bien sûr.
Eh ben super, je vais te proposer de rebondir à nouveau sur toi-même, puisque j'ai une autre Mmh. citation à te proposer. Ouais. Ce n'est pas parce que tu manques d'estime de toi que tu as un syndrome de l'imposteur, c'est parce que tu te sens un imposteur que tu perds ton estime de toi. Pourquoi cette confusion? Oui. Parce que généralement, on ne comprend pas quel est l'enjeu réel du syndrome de l'imposteur. Il s'agit d'une incapacité à habiter sa place et à assumer le pouvoir d'agir qui en découle. Quand on a le sentiment de ne pas avoir de place ou de ne pas être à sa place, on ne peut pas exprimer son juste pouvoir, agir, parler et signer le tout de son nom. On est en situation d'impuissance et un pouvoir qu'on n'assume pas est un pouvoir qui se retourne contre soi. Super finish, j'adore. Je suis très agacée contre tous les discours qu'on balance sur le syndrome de l'imposteur avec des explications simplistes en mode c'est parce que t'as pas assez confiance en toi. Non, ça marche pas comme ça. C'est le syndrome de l'imposteur, c'est le résultat d'un problème de posture par définition. C'est-à-dire que quand t'as pas la bonne posture, tu te sens un imposteur. Donc quand tu es piégé dans un seul personnage ou que tu joues le mauvais personnage au mauvais endroit avec la mauvaise personne, eh ben tu te sens pas au bon endroit et tu es amputé de ta créativité, de ton pouvoir d'agir. Donc les gens qui se sentent des imposteurs, il y a deux options. Soit ils n'ont pas de posture du tout, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes partout. Et c'est toute la problématique de soi toi-même. C'est que t'es pas toi-même quand tu vas bosser, t'es pas toi-même quand tu joues à tel ou tel truc. Moi, quand là tout de suite, là, je joue à la professionnelle qui dit ce qu'elle a à dire. Et si on était à une terrasse de café en train de parler que toi et moi, on dirait pas forcément la même chose. Et je n'habiterai pas le même personnage. Ce qui fait que on se sent un imposteur, c'est qu'on ne sait pas à quel personnage social on est en train de jouer, dans tel lieu, dans tel cadre, avec telle personne. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir confiance en soi, il ne s'agit pas de se redorer le nombril et de se dire non, je suis quelqu'un de bien. Ça marche pas comme ça. Et il s'agit de euh, de réinventer sa posture, de l'assumer, de la jouer à fond, de mobiliser ses ressources pour jouer ce personnage-là aussi bien qu'on peut. Et c'est ce qui fait qu'on se sent à sa place. Et tant que on comprend pas ça et qu'on se cache et on déjà tant qu'on n'est pas au clair avec la notion de posture, on se sent un imposteur. Donc en fait, t'as les gens qui n'ont pas de posture du tout, qui sont eux-mêmes partout. T'as les gens qui ont une posture, une seule, toujours la même. Et donc quand c'est le bon moment, c'est bien. Et puis dans tout le reste des situations, ça marche pas. Et après, t'as ceux qui doivent changer de posture parce que par exemple ils ont été promus, ils doivent changer de casquette et ils continuent de jouer leur nouvelle mission avec leur ancienne casquette. Et ils se sentent des imposteurs aussi. En fait, chaque fois que tu as un nouveau cadre relationnel, un nouveau cadre professionnel, il faut réinventer la posture qui colle. Et c'est un travail, hein. C'est pour ça que t'es salarié dans un domaine, tu veux te lancer en freelance, t'es obligé de réinventer une posture d'entrepreneur. Ensuite, tu deviens manager d'équipe parce que ton entreprise grossit, il faut que tu t'inventes une posture de manager, etc., etc. Et si tu le fais pas, à chaque fois, tu te retrouves avec la mauvaise posture dans le mauvais cadre. Et tu te sens mal. Et tu te sens pris avec ton syndrome de l'imposteur et il y a toujours quelqu'un qui te dit mais confiance en toi, ça sert à rien. Ça sert à rien tant que tu vas pas dénouer la problématique de posture. Voilà. Ok. Eh ben ouais, c'est très précieux ça encore parce que en fait j'aime vraiment bien, c'est-à-dire que il y a des sujets qui sont sans doute connus des spectateurs qui nous regardent, mais ton angle dessus il est très précis, il est très incarné. Je dois dire que si je devais développer moi ma vision, il y aurait sans doute des endroits où je serais pas vraiment en adéquation, mais c'est super pour moi de recevoir ta couleur parce que bah, tu as fourni un travail dans ce sens-là, tu es allé chercher dans ce sens-là. Et donc j'ai pas envie de te contredire, j'ai envie d'apprendre de ce que tu. Tu Parce peux, que j'ai hein. eu récemment, non mais récemment j'ai eu un commentaire sous une vidéo là que j'ai publiée sur la chaîne et quelqu'un qui me disait mais vous êtes toujours d'accord. Je dis mais en fait non, moi je suis là pour recevoir un invité et pour que sa couleur soit visible. Ok, à des Mmh. moments je vais rebondir et tout quand je sens que justement c'est en adéquation.
Et à des moments où Mm. j'aurais besoin de, je sais pas moi, une demi-heure, trois quarts d'heure pour me faire comprendre dans la différence que je ressens, mais pas qui est absolue. C'est Mm. pas une, c'est pas une vérité absolue que je vais lancer. C'est juste une perception un petit peu différente sur un angle un peu Mm. varié, quoi. Et voilà, j'ai dû dire à cette personne qu'en fait, quand je recevais les gens, c'était pour les accueillir. Donc, je lui dédicace ce petit moment si jamais il se reconnaît, parce que j'ai trouvé ça assez hallucinant. Bon, Mm. et je vais passer à la citation suivante, mais je dois dire que la fin de la citation que je viens de faire là, juste avant, un pouvoir qu'on n'assume pas, c'est un pouvoir qui se retourne contre soi. Je trouve ça d'une justesse et d'une puissance qui, voilà, prenez un petit calepin, notez-le, mettez-le sur votre frigo. Je pense qu'il y a quelque chose de la peur de la puissance aussi dans ce qu'on peut ressentir euh, au quotidien. Les gens qui se censurent Mm. beaucoup vont avoir peur de leur puissance et surtout de l'exprimer en ayant peur qu'elle soit pas qu'elle fasse flop. Moi, je sais que Ouais. j'ai cette C'est peur-là le un petit peu. problème. Beaucoup de HPI ont cette problématique-là, hein, c'est-à-dire d'avoir de la ressource, de ne pas savoir où se mettre pour pouvoir l'exprimer, et puis ça se retourne contre eux. Ça se retourne contre eux parce qu'ils l'expriment pas au bon endroit, ils l'expriment pas depuis la bonne posture, ils l'expriment pas depuis la bonne place, et bam, dans la gueule, le pouvoir. Et c'est ce qui fait que, je pense qu'on a tous vécu des moments comme ça. Moi, la première, c'est-à-dire de pas savoir. Euh, c'est un peu comme, il faut essayer d'avoir la main sur le modulateur de la lumière. Tu vois, c'est que tu peux pas balancer toute la lumière quand tu veux, comme tu veux, et en face de n'importe qui. Et le pouvoir, c'est pas ça. C'est pas de balancer toute ta force, toute ton intensité en comptant sur le fait que le monde autour va être capable de recevoir ça. C'est de trouver l'endroit où tu peux te mettre pour euh, transformer ta ressource en quelque chose de pertinent ici et maintenant. Et ça implique d'avoir la main sur le modulateur. Et le pouvoir, c'est ça. Enfin, le pouvoir au sens de Paul Ricoeur, le pouvoir d'agir. Le fait que tu vas pouvoir exprimer ton pouvoir de la bonne façon, c'est ça. C'est de trouver le bon endroit pour le faire. Et, et, et que ce pouvoir-là, il soit mis au service de ce qui est en train de se faire. Et pas au service de ton besoin de reconnaissance ou de ton ego ou ton envie simplement qu'on reconnaisse que t'es pas n'importe qui, toi et ton pouvoir. C'est un jeu difficile, mais je, les HP qui sont en souffrance parce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'endroit où ils vont pouvoir jouer à ça, ont, ont besoin d'apprendre comment faire de ce pouvoir-là, de cette ressource-là, un pont entre eux et les autres. Et pour ça, il faut euh, construire une place dans la cité. Il y a une citation que j'aime bien. C'est Aristote, il dit que celui qui prétend ne pas avoir besoin d'être dans la cité est soit une bête, soit un dieu. Et là, on retrouve exactement cette espèce de conflit permanent du HP qui sait pas où se foutre et qui a son estime de lui qui oscille entre je suis le top et je suis une merde. Et il oscille comme ça entre les deux. Et en fait, cette oscillation entre les deux, c'est, d'après Aristote en tout cas, hein, c'est la manifestation du fait que t'es pas dans la cité. Parce que quand t'es dans la cité, t'es ni une bête ni un dieu, t'es juste un homme et puis tu utilises ta ressource comme tu peux, de telle sorte que ça soit pertinent à l'intérieur de la cité. Et hop, d'un coup, les problèmes d'estime de soi, tu vois, sont nettement, nettement calmés. Ouais, bah ça, c'est aussi un mot qui revient beaucoup dans ta bouche, la cité. Mm. Je trouve ça intéressant l'importance que tu lui donnes, tout en sachant pertinemment que des gens dont j'ai pu faire partie, c'est pour ça qu'en plus je témoigne au titre de mon ancien moi, on pourrait dire ça comme ça. Euh, le fait de dire, bah oui, mais le monde, la cité, je ne la reconnais pas comme valable, je ne la reconnais pas comme souhaitable, je ne la reconnais pas comme valide, je ne veux pas Mm. concourir à ce qu'elle perdure,
Je voudrais que les Mmh. choses bougent, changent de la base, et je ne peux pas me projeter dans ce qui est déjà en place, en fait. Je peux pas m'intégrer dans la cité, ce serait renoncer à moi-même. Que dirais-tu à quelqu'un qui aurait ce discours-là? Eh ben, tu es en train de jouer à je suis une bête ou un dieu. C'est-à-dire que le monde n'est pas assez bien pour que tu daignes prendre ta place dedans. Le problème, c'est que euh, tant que tu es dans cette posture haute là de c'est pas assez bien pour moi, bah, tu peux pas t'ancrer dans le réel et là tu peux rien construire en fait. Donc ta volonté de changer le monde n'est possible qu'à condition de revenir parmi les humains. Sinon, en dehors, quand que tu sois au-dessus ou en dessous, tu es impuissant. Alors en fait, pas que t'es impuissant. T'es impuissant quand t'es la bête, la sous-merde qui a une très faible estime de soi. Mais quand tu es dans la toute-puissance de je suis le demi-dieu au-dessus du monde et tout ça, c'est indigne de moi, ben en réalité, t'es impuissant aussi. C'est-à-dire que la toute-puissance et l'impuissance, ça va ensemble. C'est-à-dire être puissant, c'est-à-dire être capable, être dans la en mesure de transformer sa ressource en acte et en projet qui permet éventuellement de faire changer la société, hein, ça implique de sortir du paradoxe impuissance toute puissance, c'est-à-dire je suis ni une bête ni un dieu. Donc chaque fois que tu te retrouves avec cette pensée-là, ben, tu es en train de rentrer dans le paradoxe toute puissance impuissance et du coup tu es amputé de ton vrai pouvoir d'agir. Tu n'as pas accès à ton pouvoir. Si tu veux changer le monde, bah, il faut être dedans. Mmh. C'est pas Ouais, confortable, ouais, hein, mais ça marche comme ça. je comprends tout à fait. Bah, j'ai envie de te demander, l'avis que tu portes sur le fait que, de mon côté, j'ai tendance à être Mmh. d'accord avec ce que tu avances, et en même temps, j'ai l'impression que ce que tu dis comme étant, par exemple, celui que je suis à une terrasse de café, celui que je suis à l'instant, sur une chaise droite là, en train de en train de te parler, en essayant d'être le moins mobile possible pour que l'appareil, fasse pas de flou, par exemple, l'appareil photo. Mmh. Heu, Ouais. En fait, j'ai tendance à tous les intégrer à qui je suis. Les masques dont je me sers, en fait, c'est moi, donc j'ai l'impression d'être, dans ce que tu dis, et en même temps de me dire: «Justement, je suis, le demi-dieu et la sous-merde en même temps, et toutes les nuances entre les 2». Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire D'accord. que justement, plutôt que de passer de l'un à l'autre de façon, vertigineuse, ascenseur Mmh. émotionnel et tout ça, j'ai tendance à me Ouais. dire: «Ça y est, j'ai accepté d'être toutes les nuances entre ces 2 pôles». Tu es en train de me dire que tu peux jouer toute la palette. Donc en fait, Ouais, ça veut dire que ton paradoxe toute puissance impuissance, tu l'assumes super bien et c'est pas grave d'aller dans les extrêmes. De temps en temps, on va tous dans les extrêmes. Le problème, c'est d'y rester. Le problème, c'est de n'avoir accès qu'aux extrêmes et passer frénétiquement de je suis une merde à je suis un demi-dieu. Voilà. Si tu peux jouer toute la palette et puis que de temps en temps tu tombes dans un extrême ou dans un autre, c'est pas un souci. L'important c'est juste de se rendre compte que quand tu es dans la toute puissance ou dans l'impuissance, t'as pas accès à ton pouvoir. C'est-à-dire que la toute-puissance, c'est toujours un reflet de ton impuissance. C'est parce que tu te sens incapable de te relier au monde que tu as besoin de te dire que tu es supérieur au monde. Sinon, t'as pas besoin. T'es dedans et puis bien tout va bien. sûr. Et t'exprimes ton Mmh mh. pouvoir. Et voilà. Et donc moi aussi, hein, j'ai mes dérives hein, de toute puissance et d'impuissance et c'est normal et c'est humain. La question, c'est qu'est-ce que ça dit de toi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu en fais? Combien de temps tu y restes? Quand on tombe dans les dérives, la question c'est pourquoi on y est et qu'est-ce que ça dit à ce moment-là de notre incapacité à être puissant réellement. Pourquoi j'ai besoin d'aller là faire ce que j'ai à faire et est-ce que j'arrive vraiment à le faire quand je suis là. Tu vois, quand j'écris un texte et puis que j'ai envie que ça soit parfait parce que putain je suis pas n'importe qui, tu vois, je peux pas écrire un truc médiocre. Bah, au moment où je fais ça, je suis en train de me faire mon petit délire de toute puissance. Sauf que plus je fais ça, plus je suis crispée parce que chaque mot doit être bien pesé et magnifique. Moi, j'arrive à écrire, tu vois. Et en fait, je le paye mon petit délire. Et la question, c'est combien de temps je le paye.
À un moment donné, avant, je pouvais le payer très très longtemps parce que je voulais pas lâcher. Et puis maintenant, j'admets que de toute façon, plus je me crispe, moins ça marche. Donc, on va se calmer un peu. Et puis, je vais accepter de faire un truc acceptable et puis de juste qui correspond à ce que l'autre a besoin d'entendre, hein, à ce que je me dis que l'autre a besoin d'entendre, sans que ce soit parfait. Donc je sais pas si Ok. j'ai répondu à ta question. C'est Ah voilà, si, c'est super bien. habiter Si, si. J'aimerais te proposer de repartir d'une citation à toi, la dernière pour moi aujourd'hui, mais que j'ai bien aimée et qui complète en fait celle qu'on a déjà utilisée juste avant et qui complète aussi les réponses enfin les échanges qu'on a eu juste avant aussi. C'est en multipliant les angles de vue et les grilles de lecture que tu pourras choisir ta façon singulière d'exister dans le monde et d'y construire ta place, ta façon d'intervenir dans la cité et d'y laisser ton empreinte. Je voudrais juste dire que j'ai choisi cette citation non seulement parce qu'il y avait la cité qui revenait encore une fois, mais multiplier les angles de vue et les grilles de lecture. Comment tu pourrais nous expliquer pour toi quelle importance ça a en fait dans le processus? le cours qui a le plus bousculé ma vision du monde, c'est le cours d'épistémologie. Pourquoi? Parce que j'avais un gros problème de rapport au savoir et que j'utilisais le savoir pour comme des briques pour me faire des murs partout. Et ça, c'est un rapport au savoir particulier qui correspond à un certain à une certaine grille de lecture. Et en fait, en faisant de l'épistémologie, enfin en suivant ces cours-là et en assumant de travailler mon rapport au savoir à travers ça, j'ai compris que il existait tout un tas de grilles de lecture qui m'échappaient complètement. Donc tu vois, le petit délire de toute puissance on prend bien son grade. Et ça a permis de comprendre, en tout cas c'est comme ça que je l'ai utilisé, que plus j'avais de grilles de lecture à ma disposition, plus je pouvais choisir de relier les informations entre elles d'une façon ou d'une autre. Et que c'est comme ça que ma définition de l'intelligence a changé quand tu fais ton test de QI, tu te retrouves avec un certain chiffre et il y a plein de gens qui confondent ça avec l'intelligence, alors qu'en fait c'est la mesure de certains niveaux de performance dans des domaines qui sont mesurables, sachant que plein d'autres domaines ne le sont pas. Et en fait j'ai fini par me dire que une part de l'intelligence, à mon sens, c'est d'être capable de changer de grille de lecture quand c'est pertinent et donc de pouvoir choisir la façon dont tu relis les signes entre eux en fonction des situations. Tout à l'heure, je parlais de la différence entre le lien et la relation, que le lien, c'est pour lier les objets entre eux dans un monde, dans une vision du monde de contrôle, alors que la relation, c'est une façon de penser les interactions mouvantes et changeantes euh, dans un système qui bouge, qui est tout le temps, en fait, qui échappe au contrôle parce qu'il se passe des choses qui sont impossibles à prévoir. Et ben en fait, il y a deux grosses grilles de lecture avec des sous-grilles dedans. C'est la grille de lecture du contrôle et la grille de lecture du vivant. Et ben en accédant à ça, ça m'a permis de travailler ma propre vision des choses et surtout ça m'a permis de repérer à quel endroit les gens se mettaient pour penser, c'est-à-dire avec quelle grille de lecture ils reliaient les informations entre elles et est-ce que cette grille de lecture était à leur service ou est-ce qu'au contraire cette grille de lecture nuisait à ce qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire par exemple, t'es manager, tu dois composer avec une dynamique de groupe conflictuelle. Si tu essayes d'analyser ça avec une grille de contrôle, bah, tu vas ramer. Hein. T'es peut-être super intelligent, t'as lu tous les bouquins de la Terre et t'as un super QI, mais tu vas rien capter de ce qui se passe. C'est la grille de lecture qui est incapable de tenir compte de la complexité. Donc, t'es en train de regarder avec la mauvaise paire de lunettes et donc il te manque tu sais pas comment relier les informations entre elles. Il y a des informations que tu vois pas, il y en a d'autres que tu vois, tu sais pas quoi en faire. Pourquoi est-ce que quand tu as plusieurs grilles de lecture, ça te permet d'augmenter ta singularité? C'est que ça te permet de voir des choses que d'autres ne voient pas. Ça te permet de relier des informations d'une façon complètement inédite. Et ça te permet, avec les mêmes informations, de les relier d'un tas de façons différentes au fur et à mesure que tu changes de lunettes. Et à partir de là, tu as la possibilité de comment dire
non seulement d'accéder à du sens supplémentaire, mais de créer du sens. C'est-à-dire que tu te retrouves en posture de créateur. C'est ça qui fait que tu deviens singulier. C'est que tu peux relier de façon inédite les signes entre eux. Ouais, Et ouais. tu ne peux le faire que si tu es capable de changer de lunettes. Sinon, tu es super performant avec ta lunette à toi, avec ta grille. Voilà. Donc si tu fais un boulot où tu n'utilises que cette grille-là, c'est très bien, tu vas être super performant. Si tu te retrouves dans des situations où ça ne fonctionne plus, ou si tu as besoin pour faire ton boulot d'avoir une multiplicité de grilles de lecture et qu'il t'en manque la moitié, t'es coincé. T'es Mm. coincé. Voilà. Ouais, ouais, super intéressant ça aussi parce que en ayant déjà à la base, peu importe les grilles de lecture en question finalement, en ayant plusieurs grilles de lecture, on va pouvoir regarder ce qui nous arrive de plusieurs façons et donc de cette manière-là, on va sortir de cette espèce de situation qui est très connue, j'imagine, de plein de gens, où on a l'impression d'être seul face à un seul problème avec une seule manière de voir ce problème et en fait on ne peut pas s'en sortir puisque ce qu'on veut, c'est passer en force à l'endroit où on a compris qu'il fallait qu'on passe parce que c'est le seul qu'on connaisse. C'est la seule C'est ça. technique qu'on connaisse. Donc rien que d'en C'est ça. avoir deux de grilles de lecture, déjà on commence à pouvoir penser qu'il y en a peut-être une troisième, une quatrième et tout, et là ça ouvre la Bien sûr. possibilité. Alors, bien Mm. sûr. C'est la fameuse phrase que pour un marteau, chaque problème est un clou. Voilà. Oui, À un moment donné, si tu as d'autres outils, il va se passer des choses nouvelles. Moi, le cours d'épistémologie a changé toute ma vie. Mais vraiment, hein, ça a été d'une violence euh, inouïe. C'est-à-dire que, comment dire, je me souviens, on avait toute la promo, on devait analyser notre rapport au savoir, et moi j'avais un rapport au savoir, mais aliénant à un niveau qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire que je me souviens très bien que la grille de lecture dans laquelle je me reconnaissais le plus, c'était la cybernétique, c'est-à-dire un truc de mécanique, tu vois, où ma tête c'était un ordinateur qui traitait des infos pour trouver la bonne réponse. Et j'ai fait un super parcours scolaire avec ça. Je, ouh, je traitais bien les infos et je donnais une très très bonne réponse. Et tout le monde a trouvé ça très bien. Sauf que c'est aliénant au possible. Ce n'est pas une façon de se positionner dans le monde qui est respectueuse de sa propre humanité. Et, et heureusement que en ayant la possibilité de comprendre quelles sont les différentes façons de relier les informations entre elles et ce qu'elles impliquent et quelle logique elles impliquent et quel système de valeurs aussi se cache derrière, ça m'a permis de me rendre compte d'où venait ce sentiment d'aliénation terrible que j'avais et qu'en fait, si tout était à ce point difficile, c'était simplement que il y avait tout un tas de grilles de lecture du monde qui m'échappaient complètement mm. et que en les apprenant, je pourrais me relier autrement aux gens et aux situations et arrêter de me prendre des murs dans la gueule en permanence. Et ben ça a été absolument merveilleux de découvrir ça. C'était tu vois, ces fameux murs qui pètent, eh ben c'était ça. C'était trouver enfin le levier qui permet de faire soit qui permet de faire des failles dans les murs, soit qui permet de dessiner des fenêtres sur les murs. C'est-à-dire, c'est pas que guerrier. Il y a aussi des grilles de lecture qui permettent la créativité, qui permettent la poésie, qui permettent euh, de déconstruire les murs et d'utiliser les pierres pour créer autre chose avec. Ça a permis vraiment tout un panel de possibilités. Et je suis persuadée que énormément de HP sont en souffrance parce qu'ils ont des soucis de rapport au savoir et que personne leur explique ça. C'est-à-dire que, tu vois, toutes les problématiques autour de l'hyper-sachant, de l'hyper-contrôle, qui veut tout lire, qui veut tout savoir, qui fait des angoisses terribles quand il n'a pas tout compris, c'est une histoire de grille de lecture pas adaptée. Euh, Pareil, il y a tout un pan des HP qui sont des grands adeptes de la pensée magique aussi. Et c'est une façon c'est une grille de lecture qui a sa grâce et ses limites comme les autres. Et certains vont la surinvestir et l'appliquer à des endroits où ça colle plus. Et moi, je suis pas contre la pensée magique à partir du moment où on la met au bon endroit. C'est que c'est une grille au milieu des autres
elle a son utilité, à condition de l'utiliser au bon endroit. Et c'est pareil avec les autres, en fait. Et ce qui est super intéressant dans ce travail-là, c'est de se rendre compte qu'il n'y a aucune grille qui se suffise à elle-même, et que elles ont toutes leur pertinence à un moment ou à un autre. Et en général, on me dit, mais comment la pensée magique, ça n'a jamais de pertinence. Bah, ma foi. Quand tu t'es face à un enfant de 4 ans qui doit se faire opérer, il est angoissé. Si tu lui dis, t'inquiète pas, t'as 78% de chance de t'en sortir, je pense que ça va pas marcher, ça va pas l'apaiser du tout, hein, parce que la bonne grille rationaliste, ça marche pas. Voilà. Là, par contre, je pense que la petite histoire avec le doudou magique, ça va marcher beaucoup mieux. Et ça va marcher beaucoup mieux, mais si toi, t'as du mépris pour la pensée magique, tu pourras pas l'utiliser. Et donc, tu vas dire à ton gamin des paroles rationalistes qui vont pas du tout l'apaiser. Et en fait, t'es à côté de la plaque. T'es à côté de la plaque en croyant que t'es très intelligent, tu vois, parce que t'as dit la vérité à ton gamin. Sauf que il a un âge où ça n'a pas de poids, ce genre de choses. Et donc, la pensée magique, à ce moment-là, elle va avoir une utilité, et elle a une utilité à laquelle tu ne peux accéder que si tu n'as pas de mépris pour une grille, même si c'est pas celle vers laquelle tu as envie d'aller à la base. Voilà. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant de pouvoir jongler avec tout ça et de pouvoir le mettre au service des gens qui travaillent avec moi, c'est-à-dire de repérer à quel endroit à quel endroit ils sont en train de s'obstiner sur une grille qui correspond pas à la situation. Ouais, ouais. Bah, c'est très riche et puis on voit que comme tu l'as vécu à la première personne, ce chamboulement, cette ouverture dont tu parles avec beaucoup d'énergie et c'est vraiment plaisant justement de se dire là c'est un témoignage, c'est pas quelque chose voilà c'est quelque chose qui a été vécu et on le sent bien. Et il y a cette question qui me venait, c'est est-ce que quand on change de lunettes il y a quelque chose de commun qui reste quand même entre les changements de paire de lunettes. Et la chose que j'allais ajouter dans l'interstice, c'est que ça donne accès à l'altérité aussi de changer de grille de lecture, puisque quand on n'en a qu'une, on peut pas faire la différence entre. Donc ça aussi encore, ça remettait sur le tapis l'altérité, mais je trouve que c'est un vrai truc que j'ai bien envie de remettre de temps en temps dans notre échange. Ce qui est de commun quand tu changes de lunettes, je pense que c'est le désir de savoir et c'est le désir de comprendre. C'est le désir de faire sens en reliant les informations d'une manière ou d'une autre. Et puis quand ça marche pas avec l'une, tu changes de lunettes en te disant avec un peu de chance avec celle-là, il va se passer quelque chose de nouveau. Et puis tu vas accéder à un peu de sens et puis tu vas changer encore. C'est comme quand tu as une problématique de mémoire et puis tu vas la regarder avec un œil de sociologie et après avec un œil de philo et puis après avec un œil de psycho et puis au fur et à mesure tu construis quelque chose qui qui euh, qui euh, qui commence à respecter la complexité, parce que justement, tu peux l'envisager sous plein d'angles différents. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh ben, c'est le désir de faire sens, je pense. Et ensuite, pourquoi est-ce que effectivement ça permet de se relier à l'altérité? C'est que ça permet de rejoindre l'autre dans son système. Lui, il voit telle situation avec sa propre grille. Si lui en a qu'une et toi aussi et c'est pas la même, jamais vous parlerez la même langue, jamais vous pourrez vous rejoindre. Et plus on multiplie les grilles, plus on a la possibilité d'aller rejoindre l'autre dans son système et peut-être aussi l'aider à se décaler un peu. Ouais. Mais tant qu'on lui prouve pas qu'on peut parler la même langue que lui, jamais il se laissera bousculer. Je suis bien d'accord avec ça. Et il y a quelque chose qui me vient, une question où je me dis, quelle est ta réaction face à quelqu'un qui a une seule grille de lecture, qui rend malheureuse la personne en question, mais qui te demande pas d'aide en particulier? Comment tu te sens face à une personne comme ça? Il fut un temps, je t'aurais dit que j'aurais essayé d'aller bousculer là où je peux. Aujourd'hui, si elle me demande pas d'aide, je vais je vais peut-être pas essayer de bousculer. Je vais essayer de comprendre d'où vient cette grille de lecture là. C'est quelle est l'origine de cette histoire qu'elle se raconte. Et à partir du moment où elle va se sentir comprise dans cette histoire-là, je vais questionner à quel point
À quel point cette histoire a forgé une espèce d'identité intouchable. Je vais voir si la personne arrive à se rendre compte que l'histoire qu'elle tourne en boucle n'est qu'une histoire. Et donc, c'est possible de choisir la suite. Et c'est ça, devenir auteur. Hein. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, t'es pris dans une histoire que t'as pas forcément choisie. Souvent, t'as hérité de ça, hein, et t'es obligé de composer avec, et sans avoir de prise dessus. Et je vais jouer à, à inviter la personne comment dire, à raconter son histoire autrement. Et puis encore une autre fois autrement. Et euh, jusqu'à ce qu'elle puisse s'autoriser à la variation. Justement, on parlait de ça tout à l'heure, s'autoriser à la métamorphose, à la variation. Et ça passe par la façon dont on se raconte aussi. Et je vais jouer avec ça. Autant Ok. que, autant que je peux et autant que la personne le permet. Ouais, ouais, bonne technique. Et ben, tu vois, c'est Paul Ricoeur parle de l'identité narrative. J'avais trouvé ça super intéressant, la façon dont il expliquait que il y a deux façons de raconter ton histoire. Tu peux la raconter toujours de la même manière, c'est-à-dire que ton histoire, elle tourne en boucle, et donc tu es dans l'idem, le fait de répéter en permanence. Et il y a plein de gens qui sont là-dedans et qui en souffrent, hein, et qui sont enfermés justement dans cette histoire-là. Et puis il y a une autre façon de raconter son histoire, et c'est ce qu'il appelle l'ipsé. C'est le fait de raconter ton histoire toujours un peu différemment. C'est-à-dire que la variation, elle n'est pas énorme, mais euh, elle est un petit, elle est par touche comme ça à chaque fois. Ce qui fait qu'entre la première fois et la 100e fois que tu racontes l'histoire, ben, en fait, il y a eu un vrai décalage, il y a eu un vrai changement. Mais ça, c'est tellement imperceptible que tu as l'impression de pas bouger, mais en fait, tu bouges quand même. Et, et ben, changer, c'est aussi ça. C'est aussi être capable de raconter ton histoire dans l'ipséité, c'est-à-dire dans l'infime variation régulière qui fait que tu fais ton chemin, en fait, petit à petit. Et les gens qui sont coincés dans leur histoire, j'aime bien venir travailler autour de ça, c'est-à-dire euh, faire en sorte que par petites touches, ils redeviennent auteurs de quelque chose. Même si c'est infime, et d'une fois à l'autre, on arrive à créer des micro-changements qui, sur la durée, font un vrai pas sur le côté ou un vrai pas en avant. En tout cas, on n'est plus au même endroit qu'avant. Eh ben super, parce que en fait je me disais si ça se trouve ça correspond aussi aux pensées d'un Mmh. jour sur l'autre qui varient très très peu apparemment. Scientifiquement il a été démontré qu'il y a Mmh. vraiment un pourcentage très infime de nos pensées d'un jour sur l'autre qui peuvent bouger. Et en Mmh. fait c'est se saisir de ce mouvement-là qui est possible, mais on voit bien le rôle que joue également la grosse majorité des pensées qui vont être les mêmes, c'est de manière à assurer une identité et une continuité dans notre histoire. Parce que sinon on serait paumé Bien et on sûr. saurait plus qui on est du jour au Mmh. lendemain. Quand on voit Et des oui. trucs sur les personnes qui vont être amnésiques, on voit bien l'horreur que Mmh. ça constitue de plus pouvoir avoir de continuité. Donc, mais voilà. Est-ce que pour toi, ça paraît cohérent de mettre ça aussi en corrélation avec les pensées d'un jour à l'autre? Mais bien sûr. Ouais, Oui, oui, je pense. Je pense. Et ok. effectivement, tu vois, tu me dis se saisir de ce mouvement-là. Eh ben, ce mouvement-là, c'est ce qui définit ton processus existentiel. C'est-à-dire, c'est l'endroit où tu vas échapper à l'identité close. Mm, mm. Et même si c'est qu'un tout petit point, eh ben, c'est ce qui fait que t'es pas enfermé pour toujours au même endroit et piégé dans une histoire qui tourne en boucle et qui ne te permet pas de créer. Eh ben, tu vois, ce que je disais tout à l'heure sur la commedia dell'arte, c'est que quand tu es pris dans un personnage, c'est toujours le même si y a quelqu'un qui réinvente l'organisation de l'histoire, t'es toujours pris dans le même personnage. C'est-à-dire que si tu es Matamor, tu seras toujours Matamor. Tu peux pas décider qu'à partir de maintenant, t'arrêtes de te vanter de tes conquêtes. Et t'es toujours le même personnage, mais on te met dans une autre situation. Et tu n'es jamais auteur de l'histoire. Tu es toujours acteur dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et ben, la, la, ce processus existentiel-là, il vise à faire en sorte que tu deviennes l'auteur de l'histoire et que tu puisses choisir
quel personnage tu joues. Et tout le monde te dit oui, il faut être acteur de sa vie. Et moi, je crois que, en fait, il faut aussi être acteur de l'histoire, hein, mais pas que. Être auteur aussi, c'est bien. Oui, Ça permet justement de ne pas être réduit à un seul rôle social. ah ouais, tout à fait. C'est sûr que cette distinction entre Et je te acteur dis et tout ça, je auteur, reviens toujours dessus. Mais... ouais. bah non, Mm. c'est essentiel justement d'avoir un fil rouge à cet entretien Mm. et que ce soit le tien plutôt que le mien. Parce que je t'invite avec plaisir et que voilà, il y a ton fil rouge et c'est super. Il y a ta couleur et c'est super aussi. D'ailleurs, je finirai justement parce que là, j'ai passé quelques Mm. citations de toi pour Ouais. te faire rebondir dessus. Je finirai par une citation de toi qui n'appelle pas vraiment de rebond, ou alors si t'en as un, je le Mhm. prends. Hein. Mais on a de pouvoir que depuis sa place et on Ouais. a de place qu'en assumant son pouvoir. Je trouve que ça conclut tout à fait ce petit échange qu'on vient d'avoir à partir de tes citations. C'est le piège, je pense, de beaucoup de HP qui ne savent pas comment être à leur place et qui sont encombrés de trop de pouvoir ou d'un pouvoir mal défini, mal dégrossi, mal assumé et pas apprivoisé. Et du coup, ils savent pas où se mettre. Ils savent pas où se mettre pour assumer ça. Et c'est une grande souffrance de ne pas avoir de place. Et souvent, on n'a pas de place et on comprend pas que c'est ça, parce que c'est un concept. C'est, tu vois, la place, c'est on est dans le symbolique, on est dans l'existence. Et quand tu n'as jamais eu accès ni au concept qui permet de penser ça, ni et que tu l'as jamais vécu, c'est complètement abstrait la notion de place. Et pourquoi je te dis tout ça? C'est que tu vois, moi souvent j'ai des clients qui viennent me voir en me disant j'ai fait X formations dans tous les domaines, j'ai fait plein de trucs, je me lance dans... Et en fait, ils ne se rendent pas compte que quand ils viennent en me disant ça et en me disant j'arrive jamais à concrétiser rien, ils sont en train de me dire j'ai pas de place. C'est-à-dire que j'ai plein de pouvoir, j'ai plein de savoir, je m'intéresse à plein de trucs et je sais pas où me mettre pour faire passer ça dans le corps et le faire passer à travers des actes et que ça devienne un projet concret qui grandit et qui continue de vivre en même temps que moi je continue d'avancer, de me poser des questions et en fait ils sont en train de me dire qu'ils flottent en l'air, de diplôme en diplôme, de bouquin en bouquin, d'idée en idée, de projet en projet, rien ne se concrétise jamais et en fait c'est révélateur d'un problème de place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace habité, structuré et rassurant depuis depuis lequel on peut construire quelque chose qui nous appartient. Et le boulot, quand ils viennent avec ça, c'est de questionner depuis pourquoi ils n'ont pas de place, depuis quand, est-ce qu'ils en ont une mais qui n'est pas la bonne, est-ce qu'ils en ont une dont ils ne savent pas quoi faire, est-ce qu'ils n'en ont jamais eu parce que pour X raisons ils étaient interdits de place, c'est possible hein, parfois dans les familles, hein. Il y en a un, lui il n'a pas le droit d'avoir une place, il n'existe pas. Et il y a tout un tas d'histoires qui font qu'on a le droit d'avoir une place ou pas, ou qu'on en a une qu'on n'a pas choisie, qui est inadéquate, qui est mal foutue. Et quelle que soit l'histoire, le but du jeu, ça va être d'entrer dans le symbolique et donc d'entrer la capacité à inventer sa place reliée au monde et singulière à la fois. Et à ce moment-là, tu peux utiliser ton pouvoir et en faire quelque chose. Et tant que ça c'est pas travaillé, tu peux passer de diplôme en diplôme et de bouquin en bouquin jusqu'à la fin des temps. Ouais, Et sans comprendre pourquoi tu n'y arrives pas. ouais, ouais. Et ça m'arrive Et souvent, des clients comme ça, j'en ai beaucoup qui viennent avec ce genre de problématique. ton travail qui consiste beaucoup à accompagner des gens dans leur projet Mhm, professionnel, je me demande, en changeant un petit peu de sujet, que penses-tu du mhm. prêt-à-penser qui associe la souffrance et le travail? Parce que c'est vraiment quelque chose de très ancré et dont on a du mal à se départir. Juste pour faire une mini parenthèse, je m'apprête à vivre de plus en plus de quelque chose que j'aime faire et je vois bien que en fait, j'avais même pas imaginé que ce soit possible à un endroit de moi. Voilà pourquoi je te pose cette question aussi. Mhm. On, on,
y a une distinction entre la souffrance et l'inconfort. Travailler, c'est pas toujours confortable. Travailler, ça implique d'aller se frotter à des gens qu'on n'a pas choisis, par exemple. Ou ça implique de travailler. On parlait tout à l'heure du conflit intérieur et du fait qu'on peut pas être congruent en permanence. Ça génère de l'inconfort. Mais l'inconfort, il permet aussi la créativité. Il permet aussi il y a une phrase que j'aime bien qui dit on se plaint toujours de la censure, mais elle nous oblige à avoir du talent. C'est-à-dire qu'il y a de la contrainte et c'est parce qu'il y a de la contrainte et de l'inconfort que tu vas euh, transformer ton pouvoir en ruse, en moyen de biaiser, et ton pouvoir professionnel, il s'exprime comme ça aussi. Mais l'inconfort, c'est pas la souffrance. Et je pense qu'il y a souvent confusion entre les deux. C'est-à-dire que soit dès qu'il y a un confort, on pense que c'est de la souffrance et c'est insupportable et on se met en quête du métier parfait où il y aura plus d'inconfort. Et c'est pas possible. Soit on est en train de vivre un truc absolument horrible et aliénant et on finit par croire que c'est normal. Et donc je pense il y a besoin absolument de défusionner la notion d'inconfort et de l'inconfort structurant, utile et qui est moteur de la créativité, de la souffrance en elle-même. Et si tu veux avoir la grâce, tu peux pas être avachi dans ton canapé dans le confort total. La danseuse étoile qui tourne sur un orteil, je suis persuadée que c'est pas confortable ce qu'elle est en train de faire. Mais la condition de la grâce, c'est ça, c'est l'acceptation de l'inconfort et tu mets toute ta ressource au service du fait de transformer cet inconfort en quelque chose de beau. Et il peut y avoir souffrance occasionnelle, parce que, comme on disait tout à l'heure, de temps en temps, on peut habiter les extrêmes, on peut aller dans on peut aller dans les limites. Mais si tu y es tout le temps, il y a un problème. Si tu es tout le temps dans la souffrance professionnelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Maintenant, si de temps en temps, il y a un peu de souffrance professionnelle et que la majorité du temps, tu es dans le dialogue entre l'inconfort et la grâce, c'est autre chose. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. Ah si, carrément. Si, si. Et je me disais justement, ça fait écho le fait que tu mettes l'inconfort comme une valeur, comme quelque chose sur lequel qu'on peut considérer comme un tremplin en fait à la créativité, Mmh. puisque effectivement, si jamais tous nos besoins sont remplis, on n'a plus, comme en plus comment dire, notre façon de réfléchir, notre cerveau est plutôt paresseuse. Si jamais on lui donne pas aussi quelques obstacles à contourner, à franchir ou à transformer, elle va forcément devenir paresseuse et elle va finir par ben voilà s'affaisser, Mmh. s'avachir sur elle-même, Ouais. devenir complètement stérile. Et je pense Mmh. notamment aussi à la notion de stress qui elle aussi est uniquement vue de façon négative en ce moment. Donc il y a énormément en fait de parce que cette notion de stress en fait finalement naturellement elle est quand même incontestablement très utile quand il s'agit de fuir dans la nature, ce qu'on n'a plus à faire ces Mmh. jours-ci. Mais à un moment Mmh. donné ça a été gage de notre survie cette histoire. Et je pense qu'il y a plein de notions comme ça qui sont un petit peu euh, des notions qu'on ne veut plus rencontrer dans sa vie. On a dit non, ça l'inconfort non, D'accord. le stress non. Mmh. Alors que finalement si on se penche dessus Ouais. historiquement c'est très intéressant et au niveau de nos Mmh. ressources Bien c'est sûr. intéressant. Ça les mobilise en Mmh. fait. La limite aussi, on veut plus de limite. On veut être Mm. illimité. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de limite, on peut pas jouer. C'est ce que j'explique souvent aux gens qui me disent, mais moi, le cadre, machin, pas. Mais si, s'il n'y a pas de limite au stade de foot, on peut pas jouer au foot. C'est-à-dire que le principe même du jeu implique qu'il y ait des limites à ce qu'on peut faire ou pas. Sinon, on ne peut pas déployer son talent de joueur on peut pas déployer son pouvoir à ce moment-là si on estime que y a pas de limite à ce qu'on peut faire. C'est là qu'on voit on revient à la notion de toute puissance. C'est-à-dire quand il n'y a pas de limite, on est tout puissant. Sauf que t'es tout puissant avec ton ballon, mais tu peux pas jouer, tu peux pas gagner le match vu qu'il y a pas il y a pas de stade, il y a pas de limite au stade. Tu vois, il y a plus de repères qui te permettent de structurer tes actes, Ouais. de leur donner de leur donner une direction. Donc tu es tout puissant, mais en vérité tu es impuissant à gagner le match.
Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on veut plus de limites, on veut plus d'inconfort, on veut plus de censure. Aujourd'hui, partout, on te dit oui, il faut parler des tabous, mais c'est aussi parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire qu'on a la possibilité de dire le reste. Je m'explique. La limite, l'interdit, tu vois, il y a un sens à ce mot-là. C'est interdit, c'est ce qu'on se dit entre nous, tu vois. Et il y a quelque chose qui se joue autour de ça, c'est-à-dire autour de l'endroit où on peut se mettre pour dire ce qu'on a à dire et faire ce qu'on a à faire. Et si tu peux te mettre partout, eh ben tu peux te mettre nulle part. C'est le même principe avec la place, c'est que quand tu peux te mettre partout, ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit suffisamment stable, ancré et sécurisant où tu peux signer ce que tu fais. Et c'est l'une des souffrances du HP qui a plein de possibilités, plein de capacités, qui peut tout faire et qui croit qu'il peut tout faire. Et puis en fait, il fait rien. Tu es en train de, de dire de la contrainte naît la créativité, en quelque sorte. Oui, J'ajouterais, il y a des personnes qui vont voir les limites du terrain de foot, vont voir les règles du foot et vont créer un autre sport parce qu'ils ont envie de dépasser les limites. Mais ce sport-là aura de nouvelles limites. Et en fait, c'est jouer avec la vie aussi. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de quelque chose oui, de trop rigide, quelque chose qui se solidifie avec le temps. Et en fait, moi, alors, j'aime pas parce qu'en plus, depuis peu, c'est un mouvement politique et j'y porte pas vraiment crédit. Mais c'est plutôt, ils sont forts pour prendre des mots quand même qui sont importants et intéressants et en faire n'importe quoi. mm, C'est plutôt le mot horizon qui me paraît mm, intéressant, c'est-à-dire que mon horizon, je le peins d'une certaine façon, je me dis tiens, je vais dans cette direction, puis je marche. Et à chaque pas que je fais, en fait, mon horizon bouge mm, et reste distant, mais par contre, il change de mm, couleur, il oui, change de tête parce que j'ai fait le pas mm, en oui, question. Et donc, oui, il y a quelque chose d'interactif en fait entre les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois parce qu'il y a l'horizon que j'avance, mais c'est parce que j'avance que l'horizon change. Il y tout a à aussi fait, ce truc-là. Voilà. Donc tout ça me à parlait fait. comme ça, ce que tu me partageais. Mm. Mais c'est tout à fait juste. Et quand tu me dis, quand tu supportes pas le cadre du foot, tu vas aller inventer un autre jeu, il n'y a pas de problème. Sauf qu'effectivement, tu vas recréer un cadre avec de nouvelles règles, avec de nouvelles contraintes. Sinon, il n'y a pas de jeu. Et c'est pas un Mhm. problème de vouloir échapper à un cadre dans lequel on se sent mal, à condition de pas flotter en l'air. C'est d'en retrouver un autre qui nous convient mieux, où on peut mieux jouer avec ses ressources et où les contraintes qui sont présentes correspondent mieux à ce qui nous stimule. Mais le piège, et on en revient au fait de ne pas vouloir être dans la cité, c'est de considérer que on est hors cadre et pour toujours, et que c'est très bien comme ça. Et en fait, hors cadre pour toujours, c'est être condamné à être un extraterrestre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, ça reboucle avec notre sujet et c'est super parce que vraiment, au niveau du travail, en fait, que je citais dans ma question précédente, pour moi, j'ai l'impression que la souffrance au travail, elle est d'une part décriée par des gens qui la vivent de plein fouet, et ça, je veux pas remettre ça en question, et c'est pas du tout une histoire de dire ça n'a aucune valeur, Mm. mais je dis simplement c'est presque devenu une valeur aussi. Souffrir au travail, c'est presque devenu un sujet d'échange commun avec la plupart des gens, c'est-à-dire que si on aime ce qu'on fait, il y a tout un pan des échanges qu'on a au niveau professionnel qui est plus Mm. accessible, parce que là où tout le Oui. monde va trouver un point commun en disant mais moi, mon patron, c'est un connard, ah ouais, moi aussi, Mm. bah nous, on est en train de Oui. vivre quelque chose de fort, et quand on le pose, on a l'impression d'être indécent, et quelque chose comme Ah bah ça. oui, tu n'es plus dans la plainte. Hmm. Et la plainte, ça réunit les gens aussi. Hein. Et ce qui est intéressant, et là où tu peux faire un pont entre ton, ton, ton élan à toi, où tu fais ce que t'aimes, et la plainte des autres, c'est que derrière cette plainte, il y a il y a un processus existentiel qui ne se joue pas. Là où toi, tu as trouvé une façon de le jouer. Et ça va être je trouve, hein, là où là où on peut se relier, c'est c'est comment toi tu trouves de la joie
à jouer avec la contrainte là où eux se plaignent de la contrainte. C'est que tu peux revenir à l'élément commun qui est la contrainte, le conflit intérieur qu'on a tous, et, et de comment dire, avant d'avoir réussi à le transformer en quelque chose de vivant et de dynamique, on a tous buté dessus, on a tous peiné, on s'est plaint, on sait pas quoi en faire, c'était douloureux. Et donc on a ça quand même en commun avec eux. Sauf que on a réussi on a trouvé la ruse pour contourner la contrainte et en faire un levier vers autre chose. Eux, ils n'ont pas encore transformé ça, mais c'est pas grave. On a quand même ce pont-là. Je trouve que le but du jeu, c'est au lieu de se sentir indécent avec notre boulot cool et c'est c'est de se poser en accompagnateur, justement. C'est-à-dire, t'es en train de buter sur un truc, t'es en train de jouer ton processus existentiel là, et tu butes, et parce que je suis déjà passée par ce genre de cheminement-là, je vais pouvoir te poser 2-3 questions qui vont faire bouger. Et du coup, ton bonheur, ton plaisir au travail, c'est plus indécent, ça devient une forme, j'allais dire une forme de leadership, ça devient une forme c'est de l'énergie que t'envoies à des gens qui cherchent une porte. Tu vois. Il s'agit pas d'étaler son bonheur en disant ah vous n'avez pas trouvé la porte de sortie. Tu portes en toi des clés que ces gens-là cherchent et qu'ils ne trouvent pas. C'est pour ça qu'ils se plaignent. Et si tu trouves une façon de nourrir leur processus existentiel, ton bonheur à toi ne sera plus ne sera plus une offense à leur souffrance. Ça sera, j'aime pas ce mot parce qu'il est galvaudé aussi, ça sera inspirant. C'est un terme que j'aime pas utiliser, mais ça nourrira leur dynamique existentielle. Là où ils sont, et peut-être que ça sera juste une infime variation, comme on parlait tout à l'heure, comme on disait la dernière fois sur l'identité narrative. Peut-être que d'une fois à l'autre, ils vont juste bouger d'une toute petite nuance, mais c'est pas grave. Cette nuance-là, elle sera née d'un autre regard sur ce qui se joue derrière la plainte. Et je pense pas qu'il faille cacher son plaisir à travailler. Par contre, je crois qu'on peut en parler en expliquant d'où on vient et quel chemin on a fait et que c'est possible. Et c'est ce qui fait c'est comme quand t'es comment dire, c'est comme quand voilà, t'as plein de ressources, t'as un super beau QI, et ça fait chier tout le monde parce que toi tu sais pas l'assumer, eux ils ont l'impression que tu dis des trucs incompréhensibles et que ça les renvoie à leur propre difficulté. Et si tu l'assumes et que tu mets ce pouvoir-là au service de leur propre cheminement, subitement ça passe tout de suite mieux. C'est-à-dire que t'es accepté avec ta singularité et eux, ils ont l'impression de bouger et de grandir là où ils sont. Et ce mouvement-là, je trouve qu'il est gracieux. Voilà. J'entends et je serais vraiment d'accord avec toi. Et il y a une petite voix dans ma tête qui ajoute une potentialité Mmh. où Mmh. je peux me connecter au fait que ça soit nourrissant en fait, d'une certaine Mmh. façon, Ouais. d'être en souffrance. Nourrissant de pas y arriver, de perdurer justement dans cette identité fixe, Mmh. d'être à un endroit où on cherche des clés, mais on cherche les prémices des clés et pas vraiment les clés finalement, parce qu'on ne peut pas encore les accueillir, parce que ce serait un chamboulement Mmh. tellement total Ouais. que du coup, on a besoin aussi de gens qui nous rassurent dans le fait que c'est normal de souffrir, c'est normal de voir les choses que d'une seule façon, et c'est normal d'en Ouais. chier vraiment longtemps. Et donc Bien du sûr. coup, il y a ce truc-là, il y a cette envie profonde, viscérale,
de contribuer à ce que ce soit le moment pour eux de bouger. Et en même Mhm. temps, ce truc-là de dire, ouais, mais il faut respecter aussi ce temps-là. J'en ai eu besoin, moi, de me Mhm. rouler dedans à un moment donné, je dirais. Bien sûr. Euh, en, Mais oui. en, en expérience propre, j'ai cette expérience d'avoir eu besoin de me rouler dedans pour sentir que c'était là, pour sentir que j'étais là et que je pouvais rien faire, que j'étais impuissant, Mhm. totalement impuissant, empêché. Et après, Mhm. voilà, c'est faire la distinction entre les moments où c'est possible d'intervenir et les moments où c'est pas souhaitable. Parce que les personnes Ouais. ne veulent pas trouver de clé. Pas tout de suite. Mhm. Bien sûr. Et moi aussi, j'ai eu mes périodes où j'avais l'impression que quoi que je fasse, de toute façon, c'était pas possible. Et puis quoi qu'on me dise, de toute façon, c'était des conneries, tu vois, parce que ça faisait pas écho et que je pouvais rien en faire et que, bien sûr. Mais même si t'es pas prêt à accueillir le truc qu'on t'a dit ou t'es quand même là dans un coin, tu vois. Et un jour, il y aura une autre info et tu pourras relier ces deux infos là. Et ça commence à mouliner, tu vois, Ouais. dans des zones inaccessibles. Et puis quand ce sera le bon moment, tout ça, ça va remonter. Et elle se joue là, l'altération aussi. Oui. C'est-à-dire que tu sais, ce que tu dis, ça fait pas forcément écho tout de suite, mais ça fera peut-être son chemin. Et voilà. Et c'est ça que je trouve beau aussi dans le fait d'assumer son étrangeté, d'assumer sa singularité, c'est que elle devient nourrissante et pas forcément d'une façon que tu peux contrôler. C'est pas toi qui décides que ça va nourrir telle personne à tel moment. C'est juste tu dis ce que tu penses être pertinent, tu as le regard le plus doux possible sur ce qui se passe et tu sais pas quel effet ça va produire. Tu sais pas si ça va en produire un, mais peut-être ça en produira un jour. Pas tout de suite, c'est pas grave. Ça a été fait et ça a été posé à un moment donné. Ouais. Disons qu'il Et il y a quelque chose de poser sa sincérité euh, mm, en même temps que soi. Ça mm, va semer des graines. Alors encore une histoire d'image un petit peu, mais ouais, on se comprend. Euh, mm, c- qui germeront peut-être plus tard ou pas c'est ça. chez l'autre, mais de toute façon, que ça germe ou que ça germe pas, de toute façon, la justesse, c'était de balancer ces graines-là à ce moment-là, en étant juste simplement en connexion avec qui on est sur le moment et qu'est-ce qui est juste pour nous. Il Mm, me semble qu'il y a exactement. cette notion-là, et si jamais on veut, par notre positionnement, tordre les autres parce que c'est notre mission et que sinon on se Mm, sent pas soi-même. Là aussi, c'est un masque et un écueil mm, éventuellement bien qu'on sûr. peut, en tant Mm, que thérapeute, on doit pouvoir trouver des gens qui veulent tordre les gens tout le temps, qui mm, croisent ouais, c'est du dès qu'ils sont contrôle. Hein. mal. Mm. Ouais. Oui, c'est du contrôle. C'est une posture je me souviens, mon prof disait, on se prend pour des mécaniciens de la tête de l'autre. On va ouvrir, on va réparer, enlever les boulons. C'est une façon de rendre l'autre objet. C'est la fameuse grille de lecture du contrôle où l'autre est aliéné, c'est-à-dire que on, on le transforme en machine cassée et puis nous, avec notre boîte à outils et toute notre bonne volonté dévoyée, on va trifouiller dedans pour réparer là où on nous a rien demandé. Et c'est tentant, hein, bien sûr que c'est tentant. Et Ouais. il faut résister. Et puis de temps en temps, on tombe un peu dans l'écueil et puis on essaie de se reprendre un petit peu. Et c'est ce qui fait aussi la difficulté de ces métiers-là. Hein, tous les métiers de l'accompagnement portent en eux ces dérives-là. Puis on essaie de composer avec nos propres névroses là-dessus et c'est pas évident. C'est pas évident. C'est l'affaire d'une vie, hein, je crois, d'essayer de résister à ça. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, bah après, on sait que toi comme moi, de toute façon, on va faire de notre mieux pour être juste et pour s'écouter et être de plus en plus juste et de plus en plus ouvert en fait, avec une envergure de plus en plus grande, mais non pas Mm. pour faire de l'ombre aux autres, mais simplement parce qu'à l'endroit où l'envergure elle se fait de plus en plus grande, en fait, elle fait de l'ombre à personne si elle Mm. est au centre, on pourrait dire un truc comme ça. Mm. Euh, Ouais. j'ai une question pour toi qui sort un petit peu de justement là Mhm. ce que j'étais en train d'esquisser en disant des grands mots.
qu'est-ce que tu penses en fait de l'auto-entrepreneuriat parce qu'il a le vent en poupe en ce moment? Est-ce qu'il comporte des écueils et des côtés aliénants pour toi? Et est-ce que ça peut être dangereux de se lancer? Donc voilà, ton regard un petit peu sur ce mouvement de l'auto-entrepreneuriat qui est vraiment bah voilà, en train de se déployer là à grande vitesse quoi. Ouais, je vois. Je crois que l'écueil légal, si j'ai bien compris, c'est de devenir euh, un salarié déguisé d'une entreprise qui te demande de te mettre en auto-entrepreneur pour pouvoir te virer plus facilement en disant ah ben non mais vous êtes un indépendant maintenant. Bon, je pense qu'il y a ce risque-là. Maintenant, je vois pas tellement d'autres risques que celui-là. Je suis pas une grande experte du côté légal, administratif de l'entrepreneuriat. Euh, je trouve que là où je trouve que c'est intéressant l'auto-entreprise, c'est de pouvoir développer une deuxième activité et toucher un petit peu à ce que ça veut dire d'être entrepreneur. C'est-à-dire que là, je parle en tant que praticien. On a été formés pour être les meilleurs praticiens possibles. On a essayé de construire une posture de professionnel de l'humain. Et on se dit, je vais créer mon truc, parfois en parallèle de son activité salariée. Et en fait, on oublie que quand on fait ça, on est en train de devenir un entrepreneur aussi. Et que entrepreneur, c'est une posture, en plus de la posture du praticien. Et ce que je trouve intéressant dans l'idée de l'auto-entreprise, c'est de te permettre d'apprendre à penser comme un entrepreneur sans avoir lâché ton boulot salarié. C'est-à-dire que t'es pas lâché tout de suite avec tous tes conflits, tes conflits entre ta posture de praticien et ta posture d'entrepreneur, avec plus que ça pour vivre, parce que c'est extrêmement difficile de concilier les deux. Je sais pas comment tu le vis toi, hein. Moi j'ai mis énormément de temps à comprendre comment faire pour concilier les valeurs du praticien et les valeurs de l'entrepreneur. C'est-à-dire que c'est un conflit de pouvoir permanent. Ça. Là, on parlait tout à l'heure de l'importance d'assumer le conflit intérieur et que c'est ça qui permet euh, d'habiter sa place. C'est que praticien et indépendant, c'est un conflit. C'est un conflit au sens où quand t'es praticien, tu mets ton pouvoir au service de l'autre. Quand t'es entrepreneur, tu échanges ton pouvoir contre le pouvoir économique de l'autre. Et tu peux pas faire les deux en même temps. Tu fais l'un ou tu fais l'autre, mais tu peux pas euh, mettre ton pouvoir au service de l'autre tout en le négociant. C'est pas possible. Et ce conflit-là, il est extrêmement difficile à assumer, et je trouve que la posture de l'auto-entrepreneur te permet de prendre le temps de construire ça sans lâcher ton boulot salarié. Et donc, ça te permet d'apprendre à jongler avec ce conflit-là avant d'avoir plus rien d'autre pour vivre. Parce que quand t'as pas réglé ce conflit-là et que t'as que ça pour vivre, c'est l'enfer. C'est extrêmement douloureux. C'est extrêmement difficile parce que t'as l'impression que tu gagnes ta vie sur le malheur des autres. T'as l'impression de mettre du rapport de force, parce que négocier, c'est du rapport de force, avec quelqu'un qui n'est pas en état de négocier avec toi. Et donc, il y a confusion, bah, justement, entre les cadres, entre les places, entre les postures. Et je trouve que c'est particulièrement difficile à assumer quand on n'est pas formé pour ça. Et il faut pas s'amuser à se lancer en tant que praticien indépendant quand on n'est pas au clair avec ça et qu'on a que ça pour payer ses factures. Voilà. Donc la réponse sur l'auto-entreprise, je trouve que c'est un bon moyen, même quand on n'est pas praticien, hein, d'apprendre à construire une posture d'entrepreneur sans tout miser dessus pour assurer sa vie et sa survie. Ouais. Eh ben, je rappelle à ceux qui nous regardent que justement dans les vidéos que tu proposes sur ta chaîne YouTube, il y a des éléments qui vont dans ce sens-là aussi de euh,
d'arriver à un peu domestiquer ces différentes casquettes, que les accompagnements que tu proposes aux professionnels vont aussi dans ce sens-là, que en fait ton travail s'articule aussi avec cette volonté de pouvoir incarner des casquettes variées sans qu'elles rentrent forcément en contradiction, mais en les distinguant les unes des autres et en sachant quand les utiliser. Puisque bon, évidemment, si on imagine le négociateur qui fait une séance d'accompagnement, ça aussi, ça peut être drôle. Bon, ça me fait sourire, moi, juste d'y penser. C'est ça, il faut savoir à quoi on joue et à quel moment pour Ouais, que ce c'est soit ça. supportable, que ce soit ou alors t'es praticien dans une institution et t'es salarié et c'est eux qui se chargent de remplir ton agenda et de te payer ton salaire à la fin du mois, il y a pas de problème. Et là t'as plus ce genre de problème. T'en as d'autres. Ouais, T'en c'est as d'autres. ça. Tu dois concilier ce que tu fais avec avec les directives de l'administration qui veut que tu rentabilises ta file active. Voilà. C'est un autre conflit. Il y en a un autre, mais il y a toujours du conflit. Mais c'est pas le Ouais. même. La question c'est lequel tu veux vivre. Est-ce que tu veux être en conflit avec la pression de l'institution ou est-ce que tu préfères être en conflit avec le marché et le fait de devoir négocier ce que tu fais. C'est un autre voilà, c'est un choix qui est pas évident. Et oui, effectivement, le travail que je fais consiste à permettre aux gens d'identifier à quoi ils sont en train de jouer, à quel endroit, pourquoi et comment ils font pour construire la bonne posture qui leur permet de jouer entre entre le pouvoir et la contrainte. Et comment, dans cette situation, on peut jouer sa ressource et on peut transformer la contrainte en levier pour agir. Voilà. On peut réinventer toutes ces places de telle sorte que tu puisses donner du sens chaque fois qu'il y a des tensions. Et tu vois, t'es un praticien, moi aussi. J'ai pas fini de batailler entre ma posture de praticienne et ma posture d'entrepreneuse. Ça continue tu vois, ça crée du débat éthique, ça crée tout un tas d'entraves, sauf que avant c'était paralysant, et aujourd'hui c'est toujours là, mais c'est là avec plus de fluidité. C'est assumé comme quelque chose qui fait partie du boulot, et puis il faut apprendre à danser avec. Et parce que je vais l'assumer, je vais aussi permettre à la personne qui vient d'assumer ses propres conflits et d'en faire quelque chose de beau, si possible. Voilà. Et ça permet de rendre tout signifiant. Et à ce moment-là, ben on s'ennuie beaucoup moins dans sa vie professionnelle. Là où tout pouvait avoir l'air aliénant et difficile et souffrant et ben il y a plus ce sentiment d'enfermement là parce que on transforme son emmerdement du moment en occasion de créer de la ressource et de la transmettre à d'autres derrière. Et voilà, c'est la fin de cette partie, j'espère qu'elle t'aura plu et je t'invite à aller directement à la suite.